moment où Régis pénètre sur scène, il est aveuglé par les éclairages. Et tout à coup, il panique. Il ne sait plus son texte, il se met à bafouiller, et pourtant c'est lui qui doit dire la première phrase de la pièce. Et là, tout bascule. Les autres comédiens et comédiennes le regardent, ils essayent d'assurer, mais ça part dans tous les sens, enfin, tout part en eau de boudin, et c'est le fiasco total. L'éclairagiste se trompe dans les lumières, le metteur en scène s'arrache les cheveux derrière les rideaux, et la pièce part à volo. À la fin du spectacle, le public applaudit sur le bout des doigts, mais c'est la catastrophe. Tous les comédiens se quittent ce soir-là, et chacun repart dans son coin. Le pire de tout, c'est que dans la salle, Régis, il a vu sa cousine. Oui, sa cousine était de passage à Londres, et quand elle a su qu'il jouait, elle est venue le voir. Et après le spectacle, Régis s'en va avec sa cousine au restaurant. Ils vont dîner. C'est plutôt morose. One fish and chips, il n'arrive même plus à prononcer, il est encore sonné. Et ils commencent à manger leur fish and chips dans ce restaurant. Et l'ambiance n'y est pas. Et puis la cousine, à un moment donné, s'arrête de mâcher, elle le regarde. Et puis elle lui dit, t'es mauvais, hein. C'était très mauvais ce soir. Non seulement la pièce, mais toi t'es un mauvais acteur. Hein, c'était vraiment nul. Non mais je te le dis franchement, hein, c'est un conseil même que je te dis, tu devras arrêter le théâtre, c'est pas la peine de continuer. T'es vraiment pas doué pour ça, fais n'importe quoi, hein, garagiste, peintre, n'importe quoi, mais surtout pas acteur. Régis, il a pris un coup là, comme un boxeur qui serait... D'ailleurs, il voit bien que les tables autour, les gens se retournent vers lui, et même s'ils ne comprennent peut-être pas le français, ils comprennent qu'il est dans une situation d'humiliation. Alors il fait semblant d'assurer, il se remet à manger, mais la cousine, elle continue à le boxer. Elle lui dit, mais pourquoi tu te mets en pleine lumière, hein, t'as besoin de te montrer, c'est ça? Mais t'es orgueilleux, mon vieux. Te montrer en pleine lumière devant les autres. Mais tu te prends pour qui? T'as toujours été orgueilleux, même quand t'étais petit. Tiens, à la maternelle, un jour, avec la classe, vous avez joué 3 jeunes tambours. Je m'en souviens encore. T'étais le premier jeune tambour. 3 jeunes tambours, en revenant de guerre. Eh ben, tu frappais mal, et pas au bon moment sur le tambour. Et c'était la honte pour la famille. Et moi, j'ai eu la honte aussi. Tu nous as toujours foutu la honte. T'es trop orgueilleux. Tiens, tu me fais penser à Icare. Tu connais Icare? Ben non, tu connais pas la mythologie. Ben non, parce que t'as jamais rien approfondi, t'as pas fait d'études. Ben tu devrais en faire des études. Et pas rester dans ta médiocrité. T'es vraiment un nul, mon vieux. Sors de ton trou. Là, Régis, il est vraiment dans les cordes. Il est mal. Il sait plus quoi faire. Il essaye de se reprendre, mais elle continue. Icare, il s'est brûlé les ailes. Parce qu'il a désobéi à son père, il voulait monter jusqu'au soleil. Eh ben, il s'est écrasé comme une merde. Et toi, tu vas faire pareil. La Régis, il a un genou par terre. Il ne sait plus comment faire. Elle lui dit d'ailleurs en parlant de ton père, hein, ton père aussi, c'est un orgueilleux. Vous êtes tous orgueilleux dans la famille. Ton père, il voulait devenir une vedette de football. Et puis il n'a jamais réussi. Ton père, il était super élégant, son petit costume, il voulait se montrer. Il avait même une bagouze, hein, une chevalière, avec une tête d'Indien dessus, une énorme chevalière en argent. Tu sais où il l'avait vue? Eh ben, c'était en vendant des trucs au noir. Il avait réussi à se payer ça. Il avait acheté ça aux Américains. Hein, Régis, il est presque à terre. Et là, d'un seul coup, au moment où il va être KO, il sent une colère qui monte, une colère comme il n'en a jamais eu. Une colère salutaire, une colère qui tout à coup explose. Il s'en moque totalement des voisins de table.
Et il lui dit toutes ces vérités à la cousine. Il lui dit, mais c'est pas du tout ça. Qu'est-ce que tu dis, les Indiens? Mais t'es à quel siècle, toi? T'es encore au moment des cow-boys et des cow-boys et des Indiens, c'est ça? T'as regardé trop la télé? Non, on dit les Amérindiens aujourd'hui, si tu veux savoir. Les Amérindiens, eh bien, ils ont été massacrés. On les a annihilés. Hein, on les a détruits. Et pourtant, c'était des peuples avec des connaissances et tout un savoir-faire et toute une intelligence. Et on les a éliminés. Mais les Amérindiens, ils ont aussi fait partie de l'armée américaine et canadienne. Hein, si ça se trouve, il y en a qui ont sauvé des gens ici, qui nous ont sauvés, qui ont sauvé la France. Hein, alors Amérindien, c'est pas la peine de dire Amérindien, ma vieille. Et puis je vais te dire, la bague, tu sais où il l'a eu, mon père? Je vais te rafraîchir la mémoire. Et à ce moment-là, Régis, il voit une image qui lui revient, et il dit tout ce qui lui passe par la tête. Tu sais, il y a une image où on voit mon père, une photo qui a été prise dans un journal, il est devant un char américain. Eh bien, c'est parce qu'il est allé dire aux Américains dans le village d'à côté que les Allemands étaient partis, qu'ils pouvaient entrer dans la ville. C'est lui qui a libéré la ville avec les Américains. Et c'est comme ça qu'il a sympathisé avec les Américains. Ils lui ont donné des cigarettes, il a donné toutes sortes de choses, des fruits et légumes. Ils se sont bien entendus. Et parmi eux, il y avait un jeune Amérindien avec qui il a sympathisé. Et à la fin, ils étaient tellement copains que mon père lui a fait un cadeau magnifique. Et l'autre, pour le remercier, en échange, il lui a donné sa bague, sa chevalière. Voilà, c'est ça qui s'est passé, sa chevalière en argent. Et Régis continue à taper sa cousine et lui dit, toi, t'es jalouse. T'as toujours été jalouse. Tiens, mais regarde-toi dans le miroir, tu me fais penser à cet homme qui marche dans la rue et qui voit un morceau de miroir par terre cassé. Il le ramasse, il le regarde, et il dit, ça m'étonne vraiment pas qu'on ait jeté quelque chose d'aussi moche, et il continue son chemin. Alors toi, regarde-toi dans le miroir. Je peux vous dire que la fin du repas, elle est silencieuse. D'ailleurs, dans le restaurant, plus personne ne moufte. Eux, ils mangent leur banana split sans dire un mot. Et à la fin du repas, ils vont chacun payer leur part. Et ils se séparent sur le trottoir. Régis, il est content d'avoir boxé sa cousine, parce qu'il avait ça sur le cœur depuis longtemps, et il a l'impression qu'il lui a fait du bien. D'ailleurs, il est content que sa cousine lui soit rentrée dedans, parce que lui aussi, ça lui a fait du bien. Ça lui a fait du bien parce qu'elle l'a secoué, elle l'a touché dans son orgueil, elle l'a piqué au vif. Et à partir de ce moment-là, Régis, il va reprendre des études. Oui, il va s'intéresser à l'ethnologie. Il va même s'intéresser aux Amérindiens. Et l'année où il passe ses diplômes, il s'en va en voyage en Louisiane. Et là, en Louisiane, il veut aller chercher des choses sur les Indiens. On lui parle d'une réserve et il s'en va la visiter. C'est une réserve affreuse. On a reconstitué un village amérindien et lui, ça lui donne envie de gerber parce que c'est un village pour les touristes. On a anéanti un peuple et on l'a remis en boîte comme dans un musée. À la fin de la visite, il est un peu écœuré, d'autant plus que c'est un jeune Amérindien qui fait la visite, en habit traditionnel. Régis n'arrive pas à quitter ce jeune gars et il se met à parler avec lui à la fin. Et le jeune gars lui raconte quelque chose, il lui dit que son père lui racontait en anglais des contes amérindiens et que son grand-père les racontait déjà et il les racontait aussi aux Français quand ils venaient lui échanger des peaux de bêtes. Et cette histoire, le jeune Amérindien la raconte à Régis. Il lui dit, voilà l'histoire qu'il me racontait, mon père. C'était un homme qui n'aimait rien. Il n'aimait rien ni personne. Il marchait sur les chemins en critiquant tout. Il disait qu'il n'aimait pas la nature, qu'il n'aimait pas le ciel, les arbres. Il n'aimait rien. Il y avait une femme
qui se disait « Si cet homme n'aime rien, c'est parce qu'il n'a pas connu l'amour. » Alors elle l'a séduit. Et puis ils se sont mis à vivre ensemble. Au début ça allait. Et puis très vite, le naturel est revenu au galop et l'homme continue à pester contre le monde. Et puis la femme lui a mis 2 beaux enfants au monde. Et elle s'est dit, avec des enfants, il va s'améliorer. Au début, oui, il était content. Mais très vite, il est redevenu le ronchon qu'il était avant. Et la femme n'en pouvait plus. Alors elle s'est adressée directement au Créateur, elle lui a dit « Créateur, j'ai fait tout ce que j'ai pu. On ne peut pas améliorer cet homme. Alors fais ce que tu veux avec lui, mais moi j'arrête. » Ce jour-là, l'homme marchait sur le chemin en pestant, contre la nature, contre le monde, contre les choses de la vie. Il a entendu une voix, et la voix disait « Tu n'es pas content ?» Il s'est retourné, autour de lui, il n'y avait personne. « Qui me parle ?» Et la voix a continué « Je suis ton créateur, le créateur du monde. Alors tu n'es pas content de ce qu'il y a autour de toi ?»« Ah, tu tombes bien, dit l'homme. Non, je ne suis pas content du tout. J'aime rien, tu peux tout enlever. » D'accord, a dit le créateur. Et puis l'homme a continué à marcher. Mais sur son chemin maintenant, il n'y avait plus d'arbres. Et puis la nature s'effaçait. Il n'y avait plus de fleurs. Les animaux aussi partaient. Et au bout d'un moment, il n'y avait plus rien. Il n'y avait que du brouillard. Il n'y avait même plus de chemin pour marcher. Et la nuit est arrivée. Et l'homme qui n'aimait rien s'est trouvé un peu perdu dans le néant. Au début, il était content. Et puis assez vite, il a senti qu'il ne pouvait pas rester comme ça. Alors il a crié « Hé, hé oh !» Mais personne ne lui a répondu. « Hé, réponds-moi !» Aucune voix ne lui a répondu. Au bout d'un moment, il était tellement désespéré qu'il s'est mis à pleurer. Il a supplié « S'il te plaît, réponds-moi. » Et la voix du Créateur a répondu « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Mais redonne-moi quelque chose pour vivre. Redonne-moi une lumière, redonne-moi les étoiles. » « Je ne peux rien faire pour toi, a dit le Créateur. Si tu veux réavoir les choses, il faut que tu les nommes. » Alors, a dit l'homme, je veux les étoiles. Et une petite lueur est apparue dans le ciel. Je voudrais retrouver le jour et le soleil. Et petit à petit, l'aube s'est levée. Je voudrais retrouver le chemin sous mes pas. Et le chemin est revenu. Et l'homme s'est mis à marcher en direction de son village. Il a demandé à revoir les arbres, les animaux, les fleurs, les couleurs. Il a voulu revoir son village et sa maison. Il a voulu revoir sa femme et ses enfants. Il était tellement heureux qu'il les a serrés dans ses bras. Et à partir de ce moment-là, il a enseigné à ses enfants qu'il fallait remercier toutes les choses de la vie. Et on dit chez les Indiens Creeks que tous les matins, lorsque les gens sortent de leur tente, de leur tipi, ils doivent remercier le soleil d'exister. Ils doivent remercier les animaux. Ils doivent remercier le vent et chaque chose qui leur est indispensable, afin que rien ne disparaisse plus jamais. L'Indien de la réserve a demandé à Régis de reprendre cette histoire en français pour la raconter en France. C'est ce qu'a fait Régis. Et à partir de ce moment-là, lui aussi a fait attention aux mots. Lui qui n'avait pas trouvé les mots sur scène, il s'est mis à leur accorder une importance, à peser ses mots. Il a commencé à s'intéresser au langage multiple de tous les peuples. Et il a commencé à récolter toutes sortes d'expressions de tous les pays, de toutes les civilisations, et il est devenu un amoureux du langage, de la parole. Et ça a guidé sa vie. 6 chats chauves, assis sous 6 souches, le sauge sèche. Cabulano lac, l'anola cabulo du lac. Natacha pas son chat pacha qui s'échappa. Cela fâcha Sacha qui chassa Natacha.